Aujourd'hui, Audrey, j'aimerais faire un parallèle entre le travail bien fait et le fait d'investir dans des boîtes avec un grand nombre d'initiés. C'est quelque chose qui est prouvé. Si tu investis dans des boîtes qui ont un grand nombre d'initiés, qu'est-ce que c'est un initié? C'est finalement soit des employés, soit des exécutifs, donc des directeurs, PDG, etc. Quand l'entreprise est possédée par ces initiés, souvent les entreprises sont mieux gérées. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'entreprise finalement n'appartient plus à personne, ça arrive à des sociétés qui sont complètement détenues par des fonds de pension. Par exemple, Vodafone, c'est détenu en majorité par des fonds de pension. Tu vois. Qu'est-ce que c'est? C'est des sociétés qui sont responsables d'assurer les individus pour leur retraite. C'est-à-dire qu'ils sont la lourde tâche de leur donner une rente quand ils seront vieux. Donc pour ça, tu cotises pour justement avoir cette retraite par fonds de pension. Dans une compagnie d'assurance, dans un fonds de pension, il n'y a personne qui est responsable de ces décisions. Si tu fais une erreur, qu'est-ce qui se passe? Au pire, t'es viré. Au mieux, on s'en rend pas compte, c'est noyé dans la masse de l'argent qui est géré, etc. C'est finalement le même problème que la gestion publique en fait de l'argent. Quand t'es élu, quand t'es fonctionnaire, etc. Si l'État perd de l'argent et utilise mal son argent, tout le monde s'en fout. Ce qui se passe, c'est que quand t'as des entreprises pour lesquelles soit le PDG, soit les salariés sont aux commandes, en fait, si l'entreprise perd de l'argent, d'une certaine manière, c'est tout le monde de l'entreprise qui est en train de perdre de l'argent. Et ça change énormément le rapport entrepreneurial. C'est pour ça que c'est important de détenir des business dans lesquels soit le fondateur, soit les salariés sont encore massivement au capital. Donc, toi, ce qui est important pour qu'une entreprise performe, c'est qu'il y a des gens qui en ont quelque chose à foutre. On parle de Xavier Niel tout le temps là parmi nos échanges. Tu vois, Xavier Niel, il parlait du fait qu'il avait donné du capital à ses salariés, de free, une petite portion du capital, et que ça changeait quand même vachement le rapport et que ses salariés étaient les premiers à éteindre la lumière si elle n'était pas utilisée, etc. Mais quand tu achètes des sociétés en bourse, c'est important de voir ces sociétés elles sont détenues par qui, parce que c'est pas du tout la même chose. T'es un PDG qui gère l'entreprise avec un gros salaire, tu vois, comme Carlos Ghosn par exemple, t'es payé des millions sur la base d'une performance. Donc en fait t'as une vision qui est assez court terme, c'est-à-dire que ton objectif c'est t'es payé en stock option. Les stock options se débloquent quand la performance des actions atteint un certain niveau, etc. Donc en fait ton incentive c'est que le cours de bourse monte à court terme, mais pas forcément à long terme. Et donc c'est pas forcément d'avoir une vision qui est très long terme et poussée, quoi. Par contre, quand t'as une vision intergénérationnelle, un peu la dynastie, aristocrate, etc. T'as créé ton entreprise, etc. et t'as envie de la transmettre, t'as envie qu'elle perdure dans les générations. Tu vas avoir une gestion qui est bien différente. Et c'est la différence entre Hermès, par exemple, qui est quand même bien détenu par la famille, et Vodafone. Et Vodafone, bon, je t'ai pris deux exemples qui n'ont rien à voir. Important que dans l'entreprise, il y en a qui ait quelque chose à foutre. C'est ça qui permet de rayonner sur l'entreprise. Si le PDG en a quelque chose à foutre, il va rendre les différents directeurs des différents pôles responsables, qui eux-mêmes vont rendre responsable tout le monde, en fait, et c'est ça qui va amener l'entreprise à performer. Si tout le monde est motivé par son petit salaire, et il se passe rien. C'est pour ça que moi, c'est un critère que je regarde beaucoup. J'essaie d'avoir des business qui sont détenus par leurs fondateurs. Exemple, Meta, détenu à, je crois que c'est 14% du capital qui est détenu par Zuckerberg. Ça peut paraître peu, mais en fait, il a la majorité des droits de vote. C'est-à-dire qu'avec ces actions-là, ces actions ont plus de droits de vote que les autres actions. Donc, du coup, il a le contrôle de l'entreprise, et en ayant le contrôle de l'entreprise, c'est lui qui a le dernier mot sur tout. Comme ces 15%, ça correspond à des dizaines, voire centaines de milliards, on a quand même quelque chose à foutre de ces milliards. J'imagine que là, Meta, la capitalisation boursière a été divisée par 3. J'imagine qu'il se sentait pas de la même façon que quand son action était élevée, et donc du coup son patrimoine était beaucoup plus élevé. 15%, ça peut paraître pas beaucoup. Quand ça représente des milliards et que tu as le contrôle de l'entreprise, en fait, c'est énorme. Et c'est ça qui est important de se demander. L'entreprise dans laquelle j'investis, est-ce que la personne a le contrôle, 51%, ou avoir des droits de vote multiples, des actions qui ont des droits de vote multiples, ou ça peut être, par exemple, Google, j'ai oublié le nom des deux fondeurs, mais à eux deux, ils ont la majorité des droits de vote. C'est-à-dire que un tout seul, il l'a pas. Les deux associés du départ, finalement, la somme des deux peuvent avoir le dernier mot. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui est hyper important. En plus de la valeur faciale, c'est-à-dire de la valeur absolue de leurs actions, si t'as qu'un milliard dans l'entreprise, mais qu'à côté, t'as 10 milliards de patrimoine dans d'autres actifs, tu vois que t'es pas vraiment engagé. Par contre, si ça représente la majorité de ton patrimoine, tu vas agir différemment dans l'entreprise. Il y a pas mal d'études qui montrent que les entreprises familiales surperforment à long terme en bourse, justement, de par leur gestion qui est beaucoup plus long terme que les autres. Si je le transpose aussi dans le travail, tu vois, ce qui fait vraiment la différence, tu le vois quand tu recrutes, quand tu manages, sur quel niveau la personne en a à foutre en fait de ce qu'elle fait. Et c'est ça qui fait la performance d'un collaborateur. Plus une personne finalement se sent responsable, peut-être même plus que ce qu'elle devrait de par la limite de son rôle, c'est ça qui fait la performance. Donc il faut en avoir quelque chose à foutre, il faut en avoir quelque chose à foutre en tant qu'actionnaire, en tant que personne qui bosse dans l'entreprise, en tant que manager vis-à-vis des personnes qui travaillent avec nous, de son équipe. Tu peux être étonné à quel point
point en fait quand tu fais des recrutements, appel à des freelance, etc. À quel point tout le monde s'en fout en fait. T'engages quelqu'un qui est là pour gérer tes pubs par exemple, tu crames des dizaines de milliers d'euros par mois dans le machin, il va regarder les petites optimisations sur Facebook, etc. machin, tout ça, regarder les ROI, les chiffres, etc. Mais concrètement qu'en fait il y a 10 000, 20 000 euros d'argent qui est en train d'être cramé tous les mois, tout ça il en a rien à foutre, c'est même pas dans son paradigme parce que voilà, t'es juste une ligne de clients parmi les autres, etc. C'est pour ça que c'est important de tester aussi les gens là-dessus, vraiment au départ. Même si c'est pour un service, tu peux tester le prestataire là-dessus. Toujours tester les gens pour voir s'ils en ont quelque chose à foutre. Et tu vois, ton rôle en tant que CEO, parce que tout le monde n'a pas la même incentive et c'est normal que des salariés n'aient pas la même niveau d'engagement. Ça serait une erreur de penser que tout le monde devrait être comme toi, avoir le même niveau d'engagement. Il faut le comprendre, tu vois. Il faut savoir où est le curseur, qu'est-ce que tu peux attendre. Et c'est aussi ton rôle de manager, en fait, d'entraîner les gens à en être responsables, à être co-responsable de l'entreprise. Et ça, c'est hyper important. Moi, je le fais en posant des questions. Enfin, quelqu'un a quelque chose à faire sous deux manières. Soit ils me font des rapports sur ce qu'ils font, soit on a des appels réguliers et c'est passer en revue ce qui devait être fait, tu vois, les tâches à accomplir, par exemple. Et tu vois comment ça a été fait. Tu poses des questions toutes bêtes, de manière pratique, pour voir dans quelles conditions ça a été fait et finalement, peut-être qu'est-ce qui a manqué à la personne, comme en termes de vision, pour accomplir la tâche qui soit vraiment dans l'intérêt de l'entreprise. Quand tu sens qu'il y a un truc qui aurait dû être fait différemment, tu vas la challenger par le questionnement à la personne pour justement l'amener à voir les limites de la manière dont elle a fait les choses. Et c'est comme ça que tu rends responsable les gens dans une entreprise en tant que manager, plutôt que leur dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Oui, donc éviter le jugement de valeur pour engager plus le salarié ou enfin le collaborateur dans un schéma plus pratique, plus de recherche de performance justement. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui a du mal à faire quelque chose, tu vois, qui a du mal à agir, et sait pas comment faire la tâche, là, tu peux lui demander, ça serait quoi les différentes options, tu vois, ça serait quoi les différentes manières de faire, et te dire, je pourrais faire ça comme ça, je préfère ça comme ça, je préfère ça comme ça. Là, tu lui demandes, selon toi, par rapport à l'intérêt de l'entreprise, qu'est-ce qui est le plus important, ce qu'on devrait viser, soit comme valeur, résultat ou critère de jugement, pour permettre de trancher justement sur ce type de truc. Il va te dire peut-être, c'est vrai que la satisfaction client, c'est quand même ce qui est le plus important. Si je fais ça comme ça, c'est quand même mieux pour le client que si je le fais de cette manière-là. Ça coule de source. Tu n'as pas dit à la personne comment elle devait faire, parce que si tu lui dis comment elle doit faire, à chaque fois, elle viendra te voir pour te demander comment elle doit faire. Je disais, il faut que tout le monde en ait quelque chose à foutre et puisse agir et représenter l'entreprise. Quand tu es commercial, tu représentes l'entreprise, la face publique. Quand tu es au support client, tu représentes l'entreprise. Quand tu es à la contact, un contrôle fiscal, tu représentes l'entreprise. À chaque poste, tu représentes l'entreprise. Ouais, donc c'est donner de l'autonomie au collaborateur pour qu'il gère son processus de performance. Et moi, tu vois, c'est un critère dans le business, dans le management, dans l'investissement. Je me demande, est-ce que les gens en ont quelque chose à foutre? Ça peut être dans la communication. Tu peux essayer de te demander, est-ce que la personne en a quelque chose à foutre? Quand on te parle de valeurs corporelles à deux balles, oui, nous cherchons l'excellence, la bienveillance et le machin, bullshit, tu vois. Par exemple, du greenwashing, tu te dis, oui, c'est par exemple la transition écologique pour Total. Pour Total. J'ai un business qui s'appelle Rana Gruber qui est en Norvège, qui est de l'extraction de fer en Norvège. Déjà, la transition écologique, dans leur discours, c'est une valeur, etc. Et ça a beaucoup plus de sens parce qu'elle est vraiment incarnée. Tu vois que les gens ont quelque chose à foutre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous crament notre thune en tant qu'actionnaire pour remplacer les machines de minage avec des machines électriques. Tu le vois dans le compte de résultats, tu le vois dans les investissements qui sont faits. Là, ça a du sens. Voilà, tu essaies de décrypter le discours derrière. Oui. Je pense que Zuckerberg, il a eu quelques sueurs quand même quand l'action s'est complètement écrasée. Il y a eu quelques gouttes de sueur. Là, c'est pas Twitter qui a avant le rachat par Elon Musk, personne n'avait rien à foutre en fait. Enfin, les salariés, tu vois. Les gens bossent pour le plaisir d'être ensemble, etc. En mode start-up. Personne en fait avait envie de faire de l'argent avec ce business. Un business qui ne fait pas d'argent. Personne n'en a rien à foutre. Tout le monde est payé avec leur salaire. Et pourquoi tu citais Elon Musk? Il a racheté la totalité de Twitter. Donc lui, il en a quelque chose à foutre. Il a mis sa thune sur la table. Il a viré la moitié des gens. Il y a quand même une autre gestion, tu vois. Alors je dis pas que c'est mieux en soi. Elon Musk a un peu un projet, une vision du média, etc. qui lui appartient. L'entreprise en elle-même, elle est en meilleure santé qu'avant, tu vois. Elle a plus de chances de devenir rentable. Et tu penses qu'il a aussi motivé les employés à justement vouloir plus participer déjà, t'arrives, à la performance de le sable japonais, là, tu coupes la tête de la moitié des personnes. Tout le monde sait qu'ils peuvent être le prochain sur la liste, tu vois. Déjà, ça met le ton, quoi. Motivation par la peur. Après, je connais pas son style de management, mais d'une certaine manière, si t'avais eu le choix, parce que là, tu peux plus acheter Twitter, faut mieux l'acheter après le rachat de Elon Musk. Imagine que t'avais une partie du capital qui était encore en bourse, il valait mieux l'acheter après qu'avant. Il y a des entreprises familiales, il y en a familiales ou
tout cas où le fondeur est au capital entreprise, t'en as plein, hein. Tu vois, LVMH, Arnaud, t'as la famille Hermès, Beretta. Après le reste, je sais pas, mais Beretta, non, tu connais pas? Non, je connais pas Beretta, c'est quoi ça? C'est des fusils déjà, et c'est une grande famille. C'est en bourse? Ah, ça je ne sais pas. C'est peut-être privé, hein. Oui, là tu parlais d'entreprise. Yes. Ouais, tu vois, c'est un critère d'investissement, c'est un critère de management. Finalement, c'est ce qu'il y a de plus essentiel dans le business, en fait. On aide des créateurs de contenu à se développer en gérant leur administratif. On pose pas mal de questions pour identifier les meilleurs profils pour travailler avec nous. Et c'est une question en filigrane qu'on se demande, tu vois. Est-ce que la personne en a vraiment quelque chose à foutre de son business plutôt qu'elle-même, tu vois? Est-ce qu'elle est plus intéressée par 10-20 cas par mois pour être digital nomade à Bali? Ça qui la drive dans le business. Est-ce qu'on a quelque chose à foutre dans le business en tant qu'entité, en tant qu'élément organique qui a sa propre cohérence, qui a sa propre existence? On a un devoir moral de l'aider à grandir. Ouais. Et vous posez une question en particulier ou vous ne l'avez pas identifié cette question? Si, on a des questions, mais je les garde pour... Non, je les garde pour les... Bien entendu. les trucs. La façon dont la personne explique son projet, déjà tu perçois. Tu peux poser la question après. Tu l'entends parler de son projet, les explications, les justifications, l'origine de son projet. Tu vois, c'est une grille de lecture qui est extrêmement puissante. Tu peux voir tout, en tout cas dans le domaine professionnel, tu peux le voir chez les autres, quand les gens te parlent de ce qu'ils font, etc. Est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre, en fait?